grands enjeux, c'est avant tout le dialogue, l'échange. Beaucoup d'objets extra-européens sont conservés dans les musées européens. Et comme l'a dit le président de la République lors d'un célèbre discours à Ouagadougou, on doit offrir la possibilité à ces populations d'origine de voir leurs objets de façon beaucoup plus simple, directe et parfois plus proche. Et donc, le musée du Quai Branly-Jacques Chirac travaille beaucoup en lien avec ces populations d'origine des objets, d'abord pour mieux les faire connaître, pour mieux les connaître elles-mêmes, connaître leur parcours, leur provenance, et aussi faire rentrer ces objets dans une véritable circulation, que ce soit avec des prêts, que ce soit avec des expositions, également des étapes de restitution, avec le Bénin, avec les 26 objets du colonel puis général Dodds, ensuite le tambour ébrié avec la Côte d'Ivoire. On est vraiment dans un dialogue permanent avec ces cultures, avec ces populations, avec ces pays, et ça nous mène vers le haut. Donc c'est ça le grand enjeu, c'est ne pas se voir un peu en chien de faïence l'un en face de l'autre, mais travailler ensemble autour de ce patrimoine mondial qui doit rester universel, mais qui doit circuler beaucoup plus. Les collections du Quai Branly sont avant tout les anciennes collections du Musée de l'Homme, qui les tenait du musée, par exemple, du Trocadéro, le musée ethnographique, puis également d'autres institutions muséales, le Palais de la Porte Dorée, par exemple, Afrique-Océanie, et puis une politique d'acquisition propre au musée, avec des commissions d'acquisition qui décident de l'achat en salle des ventes, parfois des collectionneurs, parfois à des marchands d'art. Il y a également des donations, des dons qui sont faits au musée, autant d'archives que de photographies, mais également d'objets véritablement. Beaucoup des objets qui sont au musée du Quai Branly sont des objets qui ont été désacralisés, c'est-à-dire que leur charge magique a été retirée quand elle était visible. Mais pour certains objets, les populations d'origine considèrent qu'il n'y a pas de charge magique stricto sensu, ce n'est pas quelque chose qui est individualisable, qui est visible extérieurement, mais que l'objet en lui-même reste magique. Et donc, pour beaucoup de ces populations d'origine, d'Océanie, d'Afrique, également d'Amazonie par exemple, ou d'Amérique du Nord, et même Inuit, certains des objets du musée du Quai Branly conservent encore une toute petite part de sacralité. Ils ne sont pas inertes au sens biologique du terme, mais ils sont encore animés et en ce sens-là, ils peuvent toujours rentrer dans le cercle de vitalité des objets actifs dans un rituel magique ou religieux. On ne parle pas d'œuvres d'art, on parle plutôt d'objets d'art ou d'objets tout court ou d'artefacts au musée du Quai Branly-Jacques Chirac, ce qui recouvre un sens beaucoup plus important, pas simplement un sens esthétique. C'est vrai que beaucoup des objets sont de beaux objets avec notre œil occidental, et encore à un autre œil occidental, ils peuvent très bien ne pas plaire si on est plus dans un canon grec, romain ou étrusque ou égyptien. Mais ce n'est pas des chefs-d'œuvre. Qui est-on pour qualifier un objet de chef-d'œuvre? La beauté est dans l'œil qui regarde, et voilà. Donc on est plus dans des objets, des artefacts, et leur qualité esthétique vient vraiment en parallèle. C'est d'abord leur essence qui compte. Conserver un objet sans le connaître, sans savoir sa zone de production, son usage, son mode de création, son histoire biologique, son histoire naturelle, son carnet de santé même, si on peut dire, ça n'est pas faire un vrai travail muséographique. Le musée est un conservatoire, on doit la conserver pour les générations suivantes. Mais également, on doit acquérir un savoir autour de ces objets. Et donc, c'est en ça que le travail avec les populations d'origine, c'est en ça que les recherches biographiques, bibliographiques, quand je parle de biographie, je pense des anciens possesseurs de l'objet, les acquéreurs, les transmetteurs, et même parfois le créateur quand on l'a. Tout ce travail de recherche autour des collections et des objets isolés, il est extrêmement important, ce travail. Et il se développe de plus en plus maintenant. Nous donnons des bourses de recherche à des Master 2, à des doctorants, à des post-doctorants. Nous faisons venir des professeurs invités français
et étrangers qui travaillent sur ces collections exceptionnelles. Donc on est vraiment également avec des partenariats autour d'institutions, la Fondation Mémoire de l'esclavage, la Bibliothèque nationale de France, l'INHA et plein d'autres institutions, et même les 1500 heures de cours qui sont hébergées chaque année ici au musée du Quai Branly ont pour but de mettre en rapport direct les étudiants et leurs cours académiques et les objets, les collections, y compris ceux des réserves, pour les rendre accessibles et pour les rendre visibles, et évidemment faire travailler dessus. Donc c'est une démarche qui est dynamique, et le musée du Quai Branly est vraiment très actif là-dessus. Comment vous dire, c'est pas un musée à l'ancienne où les objets sont derrière les vitrines, prennent la poussière, certes sont conservés, ils s'abîment pas, mais ils meurent lentement, en tout cas ils continuent de mourir. Non, ici c'est plutôt l'inverse, ils revivent. Cette coopération nord-sud, elle se développe vraiment de façon exponentielle. De plus en plus de chercheurs sont accueillis chez nous, dans nos murs. Nous-mêmes, nous allons également faire des fouilles archéologiques, des missions anthropologiques de terrain, des missions d'enseignement. Mais chaque mission d'enseignement, c'est un enseignement qui va dans les deux sens. Nous apprenons une technique à ces populations chez lesquelles on est, et ces populations nous enseignent mille et une choses également en retour. Donc c'est un vrai échange de compétences, ce qui est important, sur un pied d'égalité. Il y a des partenariats scientifiques qui se font, des partenariats professionnels, d'échange de compétences. Il y a également des accueils de professeurs étrangers. En ce moment, dans nos murs, nous avons le directeur du Musée national du Mali, Daouda Keita, qui est chez nous grâce à Profession Culture, du ministère de la Culture. Et à chaque fois, il vient travailler dans nos collections, réviser certains diagnostics qui ont été faits sur des céramiques, sur des statues, et puis voilà, il va repartir avec riche, on va dire, de cet échange, mais également avec de nouveaux projets que nous allons pouvoir mener au Mali, sitôt que la situation géopolitique sera un tout petit peu normalisée. Donc c'est un travail sur le long terme, c'est pas juste un one-shot comme ça, c'est vraiment pas non plus du politiquement correct, on est vraiment dans une démarche qui est intellectuelle, qui est pensée, organisée et qui implique plusieurs générations. La génération des enseignants-chercheurs, la génération des chercheurs étudiants, et puis la génération suivante qu'on initie déjà un tout petit peu à l'intérêt d'échanges bilatéraux. Donc c'est vraiment un investissement et un processus qui est fait sur la durée. Le cadre légal des restitutions en France est le suivant, pas de loi cadre. Pas de loi générale pour toutes les restitutions, mais au contraire un cas par cas. Il y a une loi pour le sabre de El Hadj Omar, il y a une loi spécifique pour les 26 objets de la collection Dodds du musée du Quai Branly, il y aura prochainement une loi pour le tambour ébrié de Côte d'Ivoire, et peut-être d'autres cas lorsque ça sera demandé à ce moment-là. Donc il y a vraiment une démarche qui est d'implication à la fois de l'État souverain qui demande la restitution d'un objet ou d'une collection d'objets, qui doit être soutenue par un discours, et de l'autre côté, la communauté des chercheurs qui doit aller dans le sens ou pas de cette demande de restitution. Donc c'est vraiment une démarche qui est intelligente des deux côtés. Je pense que c'est vraiment une bonne solution. En parallèle de la démarche de restitution, rien n'empêche les institutions muséales de prêter sur le moyen ou long terme tout ou partie d'une collection. Alors, je ne dis pas toute leur collection, mais il y a une collection qui correspond à un don particulier, à une acquisition particulière. Rien n'empêche ces institutions muséales, dans une tractation de gré à gré entre un État et un musée et un autre musée, qu'il soit privé ou public, et bien qu'un objet soit présenté pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, que sais-je encore, dans un autre endroit. Et ça, je sais que c'est une démarche qui commence à prendre sens au sein de diverses institutions muséographiques françaises et étrangères, que ce soit au niveau européen, africain ou mondial. Ce qui compte, c'est le caractère mal acquis d'un objet ou d'une collection, c'est-à-dire acquis sur la violence, sur le vol, sur un commerce inéquitable, sur des mensonges, voilà, enfin, quasiment une démarche qu'on pourrait appeler criminelle.
au moins délictuels, sinon criminels. Et si la preuve de ces faits-là est établie, ou s'il existe un doute suffisamment fort que ce genre de comportement a été à l'origine de l'entrée dans les collections publiques françaises, et bien dans ce cas-là, en effet, ça peut prendre le chemin d'une loi, en tout cas d'une démarche juridique de restitution vers le pays d'origine. C'est vraiment au pays qui reprend la propriété de ces objets de décider ensuite quel sera le nouvel état, la nouvelle considération de ces objets. Ils peuvent très bien rester dans un musée. Comme l'a dit le président Patrice Talon, ce sont des biens culturels que nous récupérons, mais pas des biens religieux, a-t-il dit. Et donc c'est vrai que les objets sont dans un musée. D'ailleurs, ils ne sont pas encore dans un musée, ils sont pour l'instant toujours à la présidence de la République. Malgré tout, certains vaudouisants s'allongent devant les statues, s'accroupissent devant, parce que c'est bien plus qu'un simple trône de roi ou qu'un simple boccio, une statue. C'est aussi le réceptacle d'une partie de l'âme de ces rois d'Abomey. Et j'ai trouvé ça vraiment beau, mais c'est peut-être voilà, l'initié qui parle, de voir mes frères initiés s'allonger, ou en tout cas présenter leur marque de respect devant ces statues. Et rien ne dit d'ailleurs que quand j'irai à Cotonou, je ne ferai peut-être pas la même chose si l'inspiration s'en fait sentir. Certains objets de musée qui ne sont pas à la présidence de la République du Bénin, mais qui sont au musée royal d'Abomey, sont sortis parfois du musée et réintégrés dans cette vitalité des objets, c'est-à-dire qu'un trône est sorti et au moment de l'intronisation du nouveau roi, eh bien, le trône est mis avec les autres trônes et il est lustré, c'est-à-dire qu'on fait dessus des offrandes d'huile rouge, de l'huile de palme, parfois un petit peu d'arachide ou d'autres objets pour nourrir le roi à travers ce réceptacle d'une partie de son âme. Évidemment, ça change l'aspect, la conformation de l'objet, qui du coup continue de se modifier. On n'est pas dans une démarche d'objet inerte de musée, mais plus dans un musée vivant, un musée dynamique, avec des objets qui sont eux-mêmes dynamiques. Et cette vision-là d'objets et de musées qui participent à la vitalité, elle paraît difficilement faisable pour les musées occidentaux. Elle paraît en revanche de plus en plus acceptée pour les musées d'Afrique subsaharienne, du monde Caraïbe, également d'Océanie. C'est vraiment un nouveau concept de musée qu'il faut, je pense, développer et peut-être intégrer à certains musées occidentaux. Moi, je suis médecin légiste de formation et anapathe, donc microscopiste, et en plus, je suis également archéo-anthropologue. Et l'idée est d'utiliser les compétences et à la fois les spécialités de ces différents champs disciplinaires pour étudier complètement un objet de musée. Prenons par exemple cette boîte. Ça, c'est une boîte à divination baoulée. On est en Côte d'Ivoire. C'est une boîte où on utilise les souris pour pratiquer la divination. Une sorte de duplex. L'étage du dessus, c'est là où on met les petits objets pour la divination. Et le dessous, c'est l'endroit où vit la souris. Par un petit trou, eh bien, la souris monte, disperse les objets, crée un désordre qui est vécu comme une information par le devin. Eh bien, qu'est-ce que la médecine légale, l'anthropologie et l'archéologie? L'archéologie, pas trop sur cet objet, je reconnais. Mais l'anthropologie et la médecine permettent de confirmer que c'était bien des souris qui étaient utilisées par l'ADN, quel type de souris, combien de souris ont été utilisées. Donc une démarche vraiment biologique, génétique, d'investigation. On retrouve également par un grattage à l'intérieur de cette chambre supérieure les différents éléments qui l'ont constituée. On retrouve de l'arachide, on retrouve du blé, on retrouve du seigle, des éléments. Et puis également, la radiographie de cet objet permet de reconstituer l'organisation interne. Donc on utilise vraiment tous les outils de la médecine, de la biologie, mais également des sciences dites fondamentales qui viennent aider les sciences dites humaines dans vraiment un échange de compétences. Et c'est l'intégralité de la vie de cet objet qui finit par être reconstituée. Et c'est comme ça qu'on a retrouvé des petites choses cachées à l'intérieur dont on ignorait totalement l'existence avant cette investigation. Le regard médical, ça participe aussi d'une vision dynamique du monde, pas simplement à l'échelle de nous les humains, mais également à une échelle microbiologique. Moi j'ai été, et je suis toujours hanté par un ouvrage d'Hippocrate qui s'appelle « Air, eau, lieu », les airs, les eaux, les lieux. Cet ouvrage date du 5e siècle avant Jésus-Christ. Il n'a pas pris une ride. Les humains, dans leur constitution, dans leur pathologie, leur physiologie, mais aussi leur rapport avec l'autre, sont
uniquement dictée par l'environnement. Pas les étoiles qui tournent autour de nous, hein, c'est bien trop lointain. La Lune éventuellement, ça oui, mais surtout les airs, les eaux et les lieux. Et on ne soigne pas le même patient à Marseille, à Ouagadougou ou à Paris. Le même patient, je prends Sarah Marniès à Paris, je prends Sarah Marniès devant la Bonne Mère, eh bien je ne vais pas la soigner de la même façon, tout simplement parce que notre corps ne réagit pas de la même façon. Et de la même façon que Hippocrate ne soignait pas l'esclave et le maître de la même façon, ça n'était pas par hiérarchie. C'est parce qu'ils n'ont pas le même mode de vie, la même origine géographique et la même constitution, la même alimentation ou autre. Ils soignaient les deux sur un pied d'égalité, mais ce ne sont pas deux mêmes personnes sur le plan biologique. Ça a changé totalement ma vision du monde, à la fois cette découverte d'autres cultures, d'autres façons de penser l'homme, la place de l'homme dans l'environnement et l'environnement lui-même. Oui, c'est sûr que mon initiation au vaudou béninois m'a considérablement changé. Bon, déjà, en tant que médecin, je vous vois, vous, Sarah, totalement en transparence. Donc là, voilà, c'est pas une imagination, je vois exactement comment vous êtes faite à l'intérieur, mais ça, c'est mon œil médical. L'initiation au vaudou permet de voir le monde d'une façon différente, avec des circulations d'énergie et un monde beaucoup plus dynamique et beaucoup moins inerte que ce qu'on pourrait penser. Tous les objets qui sont ici autour de nous ne sont pas des objets inertes, ils sont tous animés de quelque chose. Et ça a véritablement changé ma vision et ça m'aide beaucoup quand je vais ensuite sur le terrain en Haïti. Et même quand je vais sur le terrain dans d'autres contextes chronoculturels que le vaudou. Je pense par exemple à la population Bamileke, dans les Grassfields au Cameroun, lorsque je vais même au Népal, au Vietnam, au Japon, avec une pensée particulière pour le Shinto au Japon. Oui, cette vision d'énergie circulante, cette vision totalement environnementaliste du vaudou m'aide beaucoup à comprendre certains faits et gestes, certains objets, certains comportements, certains rituels. Je n'impose pas un filtre systématique, bien entendu, ça serait une erreur méthodologique, anthropologique monstrueuse, mais ça débloque certains systèmes de pensée, certains modes de compréhension, et voilà. Je ne l'ai pas fait de façon utilitariste, c'était pas intéressé, c'était vraiment une démarche à la fois personnelle et également d'investigation, et le bon moment et la bonne personne, le kairos, mais oui, vraiment, ça m'a beaucoup aidé et ça va continuer, je pense, de m'être particulièrement utile, autant sur le plan personnel que professionnel. Je pense qu'il faut voyager. Ce voyage, il peut être intérieur, il peut être aussi pragmatique. Prendre un billet d'avion, un billet de train, une voiture, ses propres pieds, il faut bouger, il faut se frotter à la peau de l'autre, comme disait Roland Barthes. Et c'est vraiment une nécessité de voir autrui, de comprendre autrui, et c'est une démarche qui n'est pas passive, hein. C'est forcément toujours une démarche active, donc qui nous implique. On y laisse des poils, des cheveux, de la peau, que sais-je encore, de la corne, mais c'est ça qui nous enrichit. Voilà. Et ça n'est pas un besoin de découverte superficielle. Je suis vraiment horripilé quand je vois des tendances New Age, de découverte de l'Amazonie, de l'ayahuasca, de drogue ou autre chose pour des convenances personnelles, et ça me... Parfois étiqueté sous le terme d'anthropologie ou d'ethnologie, c'est tout sauf ça. La vraie anthropologie, la vraie ethnologie, celle qu'on pratique au musée du Quai Branly, à l'EHESS, au Collège de France ou dans plein d'autres laboratoires, pas que Paris bien entendu, rassurez-vous, partout dans le monde, c'est une anthropologie qui est une anthropologie de terrain, qui est bien sentie, qui est respectueuse de l'autre et surtout qui va en profondeur. Il faut vraiment creuser cette caverne jusqu'à aller ensuite s'y enterrer et prendre le temps de réfléchir et de digérer toutes ces connaissances auxquelles on aura été frotté. Donc, sans l'autre, on n'est rien. Et donc voilà, il faut vraiment aller vers l'autre. C'est plus qu'une main tendue, c'est un bras ou les deux bras, et c'est surtout deux jambes qui marchent. C'est vraiment ça. En fait, l'invisible,
pour vous n'est pas forcément le même invisible pour moi. Nous avons chacun une part d'invisibilité. L'invisible, j'ai coutume de dire que c'est ce qu'on voit mieux quand on ferme les yeux. Je vous invite à faire l'expérience de fermer les yeux, et là, en fait, ça ne sera pas noir. Vous allez avoir plein d'images qui vont vous apparaître, plein de sensations également. Vous allez entendre l'eau qui coule des plantes qui sont derrière moi, que vous n'entendez pas depuis tout à l'heure parce que je parle et que je les couvre, mais avec cette sensation lumineuse en moins, certains bruits vont apparaître, certaines sensations. La mouche qui tourne autour de nous depuis tout à l'heure, qui s'est posée 3 fois sur votre main depuis qu'on parle, mais vous ne l'avez pas senti ou vu. Moi, je l'ai vu. Voilà, l'invisibilité est extrêmement relative d'un individu à l'autre en fonction de notre ressenti, de notre parcours, de nos initiations préalables, de notre métaphysique, de nos croyances, de nos dogmes, etc. etc. Donc, la phrase de ce souverain est extrêmement pertinente. L'invisibilité est parfois même ce qui nous réunit, car nous avons fait ensemble la même expérience, la même peur, la même crainte, le même espoir, le même grand enjeu. C'est bien possible aussi. Et l'invisible est également relatif parce qu'il peut progresser au fur et à mesure de notre vie. Quelque chose nous semble invisible actuellement, et puis dans quelques années, ça va trouver un sens, ça va trouver nos perceptions vont s'ouvrir au fur et à mesure, et parce qu'on aura une carte anthropologique, parce qu'on aura une carte médicale, parce qu'on aura, vous voyez, différents niveaux de lecture, et du coup d'ouverture de portes, et d'ouverture de niveau de compréhension, et bien cette part d'invisible va se réduire au fur et à mesure, ou va changer. Donc, l'invisible est une notion extrêmement relative, mais qui nous permet parfois de changer de monde, de changer de niveau de compréhension, et en tout cas nous permet à chaque fois de nous élever. Tous les jours, je me lève en espérant être un meilleur humain, et en espérant être une bonne personne. Voilà. Et le soir, je me couche en me disant parfois que j'ai passé une bonne journée. Et cette bonne journée, je ne l'ai pas passée pour moi-même, je l'ai passée d'abord pour les autres. Et vous voyez, comme directeur du département de la recherche et de l'enseignement, j'essaye vraiment de prendre les bonnes décisions, d'être juste et honnête, que ce soit pour le musée, que ce soit pour les enseignants qui sont ici, les étudiants aussi, y compris le choix des étudiants avec les bourses, que ce soit pour la sélection des articles, etc. etc. Donc vraiment, au quotidien, j'essaye pas d'être une belle personne, j'essaye d'être un homme. Voilà, avec tout ce que ça oblige en termes d'équité, d'objectivité et de bienveillance. Donner un nom est difficile. J'aimerais bien vous parler de Jean-Christophe Rufin, médecin, diplomate, voyageur et écrivain. J'aimerais bien vous parler de Jean Mallory également. Les deux m'ayant fait rentrer comme directeur de la collection Terre Humaine, mais qui m'ont aussi initié pour le premier à l'écriture et au goût du voyage, sans jamais renier un regard médical sur le monde. Et le deuxième, Mallory, sur l'importance de ne jamais abandonner son âme de combattant. Et voilà, il y a des idées qui méritent qu'on se batte pour elles. Il y a également des peuples qui sont privés de parole et qui méritent que nous, étrangers, nous battions pour eux. Et c'est vraiment d'ailleurs tout l'esprit de Terre Humaine. Chaque livre, chaque opus est un cri lancé pour la sauvegarde de ce patrimoine, de ces populations, et parfois des deux, bien évidemment, c'est intrinsèque. Je voudrais vous citer aussi Alain Schnapp, qui est un archéologue et un historien de l'art et de l'archéologie, qui m'a permis mes premiers pas sur un terrain de fouille, et c'était à Itanos en Crète, et qui m'a initié à l'importance de l'archéologie pour remonter le temps, de façon pragmatique, de façon matérielle. Et il y a quelque chose qui ne ment pas, ce sont les artefacts qu'on a dans les mains. C'est une coupe stratigraphique. C'est le sol sur lequel on voit encore la trace de pas laissée dans le plâtre d'un enfant ou d'un adulte, alors que cette trace de pas a 2300 ans et qu'elle vient juste d'être dégagée par le pinceau ou par la truelle. Donc voilà, il y a un voyage dans le temps qui est possible avec l'archéologie, il y a un voyage dans l'espace qui est possible avec l'anthropologie. Essayons de le faire bien, de façon pragmatique, mais surtout essayons de ne pas le faire seul.